Ils étaient attendus. Les voilà qui débouchent du chemin qui mène au collège et à l'église. Apparaît alors, tiré par un cheval gris pommelé, un attelage, avec dessus la grande échelle en bois. Le char est peint en rouge. Les pompiers sont dans l'uniforme impeccable qu'ils portent pour les répétitions du feu, fait d'épais draps bleus avec des parements rouges et des boutons cuivrés, décorés de l'insigne des sapeurs, de haches entrecroisées, le même que sur leur casque noir, en forme de chapeau-cloche des années folles, et leur ventre est cerclé d'une sous-ventrière pour certains, large ceinture de toile munie d'anneaux et de mousquetons comme pour la Varap. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de feu. Il s'agit de remplacer le coq du clocher du collège qui est tombé lors du dernier orage. Les enfants et l'instituteur ont pris position dans le champ à Jeanne. Ils sont assis sur le talus un peu en dessus de la limite. Ils voient le cheval pointer à l'angle du collège, où il y a le boutrou, là où ça commence à grimper. L'attelage suit, dans un grand bruit de bois secoué et de roues en fer heurtant les cailloux. Le char ralentit et s'arrête. La brave bête est tombée sur les genoux, vaincue par la charge. Alors les pompiers descendent du char, et comme certains sont assez corpulents et qu'ils se sont décidés à pousser la machine, la jument s'est relevée et reprend sa montée. Quand la cohorte du feu arrive à hauteur de l'étendage à linge, le capitaine des pompiers hurle un ordre immédiatement respecté. On dételle la jument à Bobby, les hommes du feu s'activent autour de la grande échelle. Il s'agit de faire marche arrière en positionnant l'engin à 3 sections d'échelle face au cadran de l'horloge. Une fois l'échelle posée au sommet du cadran, il restera à escalader le beffroi aux poutres entrecroisées qui logent la cloche en son milieu, puis la flèche, jusqu'au fameux coq, lequel a régné durant presque 100 ans sur ce coin de terre. La grande échelle est installée, chaque homme a une tâche précise. Le préposé à la manivelle s'avance, c'est Gilbert, qui a aussi la tâche de remonter l'horloge toutes les lunes. Il empoigne la poignée de la manivelle, on entend le cliquetis du cran d'arrêt sur la roue dentée, en même temps la grande échelle sort de son cocon et se dresse centimètre par centimètre dans les airs. Il fait de nouveau très chaud. Le commandant des pompiers, Robert Simon, autorise les hommes à dégrafer un bouton de la tunique. Les hommes transpirent, même qu'ils ne font que regarder. La grande échelle est arrivée au niveau du premier étage et Gilbert, pourtant un solide gaillard, demande à être remplacé. C'est Daniel Cochant, un carquois au poil roux de Romeron, qui reprend la manivelle. Nom de Dieu, qu'on lui fait, pas si vite, tu vas foutre le feu au collège. N'empêche que la deuxième partie de la grande échelle balance maintenant sur les tuiles de la toiture du collège, mais n'avance plus. On entend crier « Section, à moi !» Les enfants et le régent regardent la scène. Certains disent que l'échelle est trop petite. La troisième échelle s'est bloquée. Il faut grimper pour la débloquer. L'échelle se balance de haut en bas et de droite à gauche dans le ciel. Ça ne donne envie à personne de s'y aventurer. Les pompiers s'observent, le capitaine a l'air de quelqu'un qui réfléchit. Alors le garçon laitier, qui est là parmi les spectateurs, dit qu'il sait comment s'y prendre pour réparer et qu'il n'a pas peur. Lui, c'est Totor, un petit Rabelais, l'air décidé, qui a les bras rouges d'avoir le matin même sorti le cahier de la cuve à petit lait. Le capitaine hoche la tête. « Vas-y, qu'il lui fait. » Totor n'a pas d'uniforme. Torse nu, il grimpe 2 par 2 les échelons, et en moins de temps qu'il n'en faut à un sapeur pour compter les boutons de sa tunique, il arrive là où l'échelle est coincée. Il voit que les charnières se sont déboîtées. Il tire de toutes ses forces sur l'échelle du bas, qui doit venir entre les crochets de celle du haut.
Il se démène comme un beau diable, secoue toute la machine jusqu'à ce que la troisième section entre dans les crochets. Voyant qu'il a réussi, il se tourne vers la petite assemblée qu'il observe d'en bas, lève les bras et lance une Yutse. Ce faisant, l'échelle fait des soubresauts et Totor manque de peu de s'aplatir sur les tuiles du toit. Un frisson parcourt les rangs des spectateurs. Les élèves applaudissent Totor quand il dévale les derniers échelons. Le capitaine des pompiers requiert un nouveau préposé à la manivelle, Manu, un des fils à Ernest de Vaugondry. Lui, c'est un véritable cric. Il empoigne la manivelle et pèse de ses larges épaules et de ses bras épais comme des branches de poirier pour la faire tourner. L'échelle s'élève dans le ciel, arrive à hauteur du cadran de l'horloge. Le capitaine crie « Halte !» en même temps que le cran d'arrêt cliquette entre la dernière et l'avant-dernière dent. L'échelle ne peut pas aller plus haut, reste à la centrer sur le cadran, ce qui va prendre pas mal d'énergie. On entend crier « En arrière! Oh, doucement! Un poil à gauche! C'est trop! Un poil à droite! Avancez d'un cran! Encore un cran! Stop, nom de Dieu! Calez les roues! Terminé! Repos! » Le capitaine crie. « Enlevez les casques, déposez la tunique. » Les hommes s'exécutent. La chaleur est devenue difficilement supportable. Bobby a dételé son cheval et l'a attaché à l'ombre du tilleul de la place de l'église. Ils sont tous assis sur l'herbe. Ils observent que l'échelle est trop petite, qu'il reste encore quelques 6 à 8 mètres. Ils attendent qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Le capitaine réfléchit, puis il dit qu'il faut aller chercher 2 petites échelles de 3-4 mètres et qu'ensuite on les attachera solidement avec des cordes de char à la charpente du clocher. Vu qu'il y a un temps d'attente avant que les échelles apparaissent, le capitaine donne l'ordre aux hommes d'aller se désaltérer à la fontaine du collège, qui n'a encore jamais tari. Le bassin est rempli d'une eau claire. On se hâte de se rafraîchir le visage en prenant de l'eau dans le creux des mains. On en boit quelques gorgées. Certains lorgnent vers les bouteilles qui brillent sur le fond du bassin. On se regarde. Le capitaine hoche la tête. Il dit « Juste un verre pour désoiffer. » Alors Titi du contour empoigne une à une quelques bouteilles et les ouvre au couteau militaire. Les langues se délient, on plaisante, mais pas trop, car on n'a pas encore désigné celui qui ira jucher le coq sur la pointe du clocher. Les regards se portent sur le cadran, puis sur les parois raides du clocher, sans prise, à pic, et rien autour pour se retenir. Les plus courageux baissent la tête. Ils ont en mémoire la fatale chute de la cordée de Wimper dans la paroi nord du Cervin. Les échelles arrivent, qu'on a réquisitionnées dans une grange, et qui servent à monter sur les lieux. Manifestement, elles ont du service. Leurs échelons sont de travers, qui tournent sur eux-mêmes, et il en manque quelques-uns, surtout ceux d'en haut. Pas de quoi rassurer le contingent. « Maintenant, il me faut un homme courageux, » dit le capitaine. « 2 même. D'abord pour fixer les échelles, ensuite l'un montera avec le nouveau coq, et l'autre l'assurera, comme on fait quand on va rap. » Le nouveau coq est là, tout neuf, brillant de tous les éclats des rayons du soleil qu'il reflète de sa panse avantageuse. Un homme se dirige vers lui, le soulève. « Nom de Dieu !» qu'il dit. « Il pèse presque autant qu'un sac de pommes de terre. » Mais le capitaine est formel. Le coq pèse en tout et pour tout, tige et pommeau compris, 10 kilos 500. Puis il se gratte la tête, toise le René. « C'est toi ou personne, » qu'il dit. C'est le meilleur choix possible. René est de taille élancée, vigoureux, aux traits réguliers, une fine moustache, comme on aime apporter les jeunes, qu'ils n'ont pas aussi développé que leurs ancêtres.
Mais lui ne dit rien. On devine que ce n'est pas facile d'accepter une telle